Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Je suis tout seul, mais ça ne va pas m'empêcher de répondre à vos questions. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc on commence par la première question qui nous est posée par Ben MC12. Pensez-vous que Dobronx est passé à côté de son combat sans enlever de crédibilité à Makhachev? Merci à vous, mais déjà merci à toi. Ben, c'est possible, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est passé totalement à côté de sa performance. Lui, il dit ça, qu'il n'a pas réussi à rentrer dans le combat. Je veux bien le croire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas dans une carrière. C'est clair. Il n'y a pas tous les grands combattants qui ont eu des combats. Tout le monde a eu des combats sans. Mais c'est pas le problème d'Islam. C'est pas le problème de votre adversaire. C'est-à-dire que c'est pas son problème à lui, son souci. Si vous manquez le poids, par exemple, si vous êtes blessé, si vous n'êtes pas dans un grand jour. Comme je dis, ça, c'est pas le problème de vos adversaires. Sinon, c'est trop facile, on perd jamais. La différence, pour moi, entre les très grands champions, enfin, vraiment les immenses champions, et les autres, c'est que même dans les jours sans, même des jours où ils vont pas faire des performances, leurs meilleures performances, ils sont capables de gagner. On l'a vu avec Georges Saint-Pierre, on l'a vu avec Rabib, on l'a vu avec Joe Jones aussi, que même si des fois ils font des performances, moi je pense à Rabib Al-Quinta, où il avait fait 5x5, et où même il y a eu le round, je crois le 3 ou 4, où il n'arrivait même plus à l'amener au sol. C'était pas le meilleur Rabib qu'on a vu, mais il a gagné en attendant. Et ça, avec ou pas. Après, il avait dit, je crois qu'il avait été pas. Bon, il avait été un peu déboussolé parce qu'on y avait changé plusieurs fois d'adversaire. Mais en attendant, il a gagné. Et ça, il faut le souligner. Donc, comme je dis, c'est pas le problème de votre adversaire si vous êtes dans un jour sans ou un jour avec. Mais effectivement, moi, j'ai trouvé que Dobronx n'était pas rentré dans son combat. Et est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ça, on ne le saura jamais, malheureusement. Mais comme je vous dis, après une défaite ou une victoire, on peut tout dire. Donc voilà, voilà mon point de vue sur ce sujet-là. La deuxième question. Mathias qui nous dit: Nassourdine peut-il inquiéter le top 5 des moins de 84 kilos selon vous? Ben oui, parce qu'en fait, Nassour, il va très très vite. Hein. Il est quand même assez endurant, même si on l'a vu se fatiguer contre Buckley. Les gens, en fait, ils se rendent pas compte que Nassourdine, il a vraiment voulu le terminer. Et moi, je pense que la phase au sol, où il est dans son dos, où il essaie de l'étrangler, ça lui a été fatal au niveau de sa condition physique. Mais, et du coup, sur le troisième round, il n'a pas été, comme à son habitude, tranchant et décisif. Mais je pense que Nassour, oui, peut inquiéter. Alors après, dans cette catégorie, c'est particulièrement relevé, hein, faut pas se leurrer. Il y a quand même des Turcs, que ce soit Paulo Costa, Whittaker, Vettori, vraiment, tous ces monstres-là, hein, si je puis dire, c'est clair que c'est assez délicat d'aller les chercher parce qu'ils sont complets. Hein, c'est une catégorie où ils sont tous forts en lutte, ils cognent. Maintenant, il y a Pereira, alors je ne sais pas ce que ça va donner contre Adesanya, on verra bien. Et sans compter Adesanya aussi également. Donc voilà, c'est clair que le top 5, il n'est pas facile, mais je pense que dans aucune catégorie, il est facile. Mais Nassourdine, comme je vous dis, il va vite. Il est quand même assez grand pour la catégorie. Hein, c'est pas celui qui cote le plus. Hein, il est assez léger. Mais par contre, il a quand même cette allonge, cet avantage de vitesse, hein, de déplacement, de coup d'œil, d'intelligence, qui fait que je pense qu'il peut se prendre des décisions même contre des top 5. Après, il faudra le voir le jour J. Là, c'est des plans sur la comète. C'est difficile à dire. Parce qu'il y a des gens qui sont capables, dans l'adversité, du coup, d'élever leur niveau. Et il y en a d'autres, malheureusement, où c'est totalement l'inverse. Dès qu'ils tombent sur un os, et bien, effectivement, ils n'arrivent pas trop à s'exprimer. Et ça, ben, il n'y a que le jour J qu'on va se rendre compte. En tout cas, je trouve que stylistiquement, il a des choses à proposer, il a des choses à dire. Après, c'est sûr qu'il y a des combattants mais comme Cannonier, derrière Bronson et tout. J'aimerais bien les voir contre Nassourdine pour voir ce que ça donnerait. Parce que ça serait des oppositions de style, je pense, qui pourraient le faire briller et surtout le forcer vraiment à continuer à travailler son anti-lutte et tout. Déjà qu'il est assez remarquable de ce côté-là, mais ça serait encore plus pour lui une occasion de le démontrer. Medical qui nous dit: Salut les gars, la lumière bleue des écrans affecte vraiment négativement le système endocrinien et donc le sommeil. Alors oui, on le sait, hein, maintenant il y a beaucoup d'études, il y a des méta-analyses, il y en a énormément qui vont dans ce sens-là, hein, qui vont dans le sens de dire que ça perturberait notre système endocrinien, mais pas que seulement pour l'endormissement, hein, pour tout, pour la concentration, pour la mémorisation, vraiment, pour même, ça aurait un effet sur le mouvement, ça aurait un effet vraiment sur tout ce qui nous entoure, et surtout, c'est plus sur même en fait, on a comme une horloge interne qui est pas la même pour tout le monde.
Et en fait, c'est des cycles. Vous allez voir la vidéo que j'ai fait sur le sommeil, j'en parle. Et du coup, ça la perturberait, ça pourrait même la décaler chez certains individus. Et c'est là où ça pose des gros problèmes, c'est qu'après, quand on sait le manque de sommeil, ce que ça peut engendrer sur l'être humain, automatiquement, c'est sûr que tous ces appareils électroniques qui nous entourent, je pense qu'on va le payer, hein, les amis. Ça, à un moment, ça peut pas être anodin. Il faut savoir que pendant des milliers d'années, on n'a jamais rien eu à côté de nous. Maintenant, on doit avoir la Wi-Fi. Enfin, on doit avoir tous encore notre problème. Mais ça rejoint en fait ta question. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des thérapies qui se créent, il y a des outils qui se créent. Maintenant, vous avez vu que vous pouvez désactiver la lumière bleue. Mais bon, en fait, au final, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça. Surtout sur les smartphones. Mais voilà, moi, je vous recommande de couper tout, de lire un bouquin si vous voulez vous endormir, ou pourquoi pas écouter peut-être un podcast dans lequel on parle un peu de science ou peu importe. David Orar qui nous dit: Salut Spartiata. Ben, merci. Que pensez-vous de tourner driller avec un mannequin pour le grappling quand on a trop de boulot pour ajouter un entraînement non chronophage? Merci à vous et super chaîne. Ben oui, alors nous on est partisans de ça, hein, on a plusieurs mannequins. C'est très intéressant. Après, il faut avoir un cheminement. Fred, sur l'académie en ligne, il a fait tout un cheminement progressif où vous allez enchaîner des positions, vous allez travailler aux formes de corps, vous allez faire des continuités. Il faut une logique, il faut tout marquer, avoir une logique et comprendre pourquoi on le fait. Pour essayer de s'améliorer. Et après, essayer de le transférer avec un adversaire qui va bouger, qui va se déplacer, qui va défendre. Parce qu'effectivement, souvent, c'est ça qu'on s'aperçoit. Hein. C'est de défendre. Quand quelqu'un bouge, c'est totalement différent que quand quelqu'un n'est pas est inactif. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens attaquent un peu la self-défense à cause de ça. Ils disent oui, mais bon, le mec se défend pas, ou il attaque, mais on sait déjà ce qu'il va faire. Donc oui, effectivement, que comment on appelle ça, dans une situation précise et une situation réelle, ben c'est beaucoup plus difficile de mettre en place une stratégie et de mettre en place ces formes de corps. Mais c'est bien parce que c'est pas très épuisant. Vous pouvez le rendre épuisant, attention, en faisant des circuits bien spécifiques, en montant l'intensité, le volume. Mais voilà, moi je trouve que c'est un super outil, surtout quand on n'a pas le temps. Je trouve que c'est bien parce qu'on peut le travailler, le driller et après derrière le transférer avec des partenaires. Ulrich31 qui nous dit: Bonjour l'équipe, premièrement, merci pour votre travail, la chaîne la plus qualitative sur YouTube selon moi, merci à toi. Ensuite, petite question pour la prochaine FAQ. Tu avais dit, Clément, dans une vidéo que les muscles antagonistes étaient tout aussi importants, si ce n'est que les muscles principaux utilisés dans sa pratique. Il me semble que c'est la vidéo et Baptiste Marché. Peux-tu développer sur ce point? Est-ce le cas dans les sports de combat, comme travailler les biceps en prépa, car triceps très sollicité en boxe, est-ce que ça pourrait nous apporter? Alors, Baptiste Marché, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui est champion du monde de bench. Donc qui a fait du développé couché, qui fait de la force et qui s'entraîne au métroflex, etc. Donc c'est un des seuls Français qui avait connu une salle un peu comme la nôtre. Et du coup, il dit que lui, beaucoup de benchers aux États-Unis travaillent beaucoup les muscles du dos pour franchir un cap. Mais c'est logique parce qu'en fait, les muscles antagonistes, donc le muscle agoniste, pour ceux qui ne savent pas, c'est le muscle qui provoque le mouvement. Le muscle antagoniste, c'est le muscle en fait, qui va protéger, qui va venir freiner et qui va avoir cette utilité en fait, comme préventive mais aussi adaptative pour vous permettre de réaliser un pattern de mouvement quel qu'il soit. Et son rôle principal, c'est vraiment, on va dire, accompagner le mouvement. Accompagner, le freiner, je veux dire, voilà, de tous les réflexes préventifs. Et moi, j'ai toujours été un partisan de travailler le muscle l'antagoniste. Pour moi, il n'y a pas de distinction à en faire. C'est-à-dire, on doit travailler les deux. Il ne faut pas, parce que la logique de votre discipline, c'est de pousser. Pour moi, il ne faut pas s'endoctriner à faire que pousser. Il faut aussi tirer. Hein. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je reste persuadé, et je l'ai vu sur moi, sur les tests que j'ai pu réaliser, avec les protocoles qu'on fait faire dans nos programmes. On a eu des résultats plus que satisfaisants en faisant travailler les muscles antagonistes et les muscles contraires souvent à des disciplines. Donc voilà les amis, donc c'est quelque chose de très important pour moi, mais pas qu'au bench, je parle vraiment pour toutes les disciplines, même le travail de coordination motrice et tout est intimement lié à la sollicitation des muscles antagonistes. Lévi Strauss qui nous dit: Bonjour les amis, on sait que la stratégie et la technique des différents arts martiaux sont importants, mais la force physique n'est-elle pas le facteur le plus déterminant pour gagner un MMA? Alors c'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui ont avancé ça pour Islam de Bronx, mais en fait ils ne se rendent pas compte que Islam, il est très fort en forme de corps, c'est-à-dire qu'il a lutté toute sa vie, et c'est une forme de technique en fait, ces détails, qu'il va avoir en lutte, etc.
Donc en fait, on peut vraiment comparer ça à une sorte de technique. Les formes de corps, c'est la technique du corps en fait, hein, c'est cette capacité qu'a le corps du coup à bouger dans l'atmosphère en fait. Et, et il faut pas, comment dire, il faut pas opposer les deux. Et du coup, là où je trouve qu'Islam est remarquable, parce que c'est souvent cette remarque par rapport à ce match, c'est qu'il arrive à allier les deux. Et c'est, alors la force physique, c'est moins vrai dans les petites catégories. C'est vrai que quand vous arrivez en poids lourd ou à 93 kilos, ben effectivement, le mec a des qualités athlétiques qui sont vraiment supérieures à la moyenne. Il a un véritable avantage. Et là, il ne faut pas se leurrer. Joe Jones, par exemple, il avait tellement des qualités athlétiques qui étaient hors normes. Même sans talent, je pense qu'il aurait tout pété. Et on voit en poids lourd, hein. Tu vois des mecs comme Cyril, Francis, c'est des vrais poids lourds ultra athlétiques, hein. C'est quand même flippant, quoi. Et c'est pour ça que, la dernière fois, j'avais eu une question d'un mec qui m'a dit oui, mais regardez, en poids lourd, en boxe anglaise, les gens, ils arrivent à commencer tard. Oui, non, mais il m'avait cité Wilder, je sais plus qui, et d'autres boxeurs. Mais les mecs, voilà, c'est que des poids lourds. C'est que des poids lourds parce qu'ils ont des qualités athlétiques qui sont vraiment tellement supérieures à la moyenne que déjà trouver un poids lourd athlétique propre, pas trop gras, etc., c'est déjà extrêmement difficile. Vous prenez par exemple le top 10 à l'UFC, vous regardez tous les physiques de chacun, vous vous apercevez que les mecs sont beaucoup en surpoids. Les mecs sont vraiment, esthétiquement parlant, ils ne ressemblent pas à des athlètes, hein, pour la plupart. Il y en a très peu qui ont le physique à la Ngannou, à la Cyril, etc. En fait, ça vous prouve qu'il y a très peu déjà, il y a très peu de mecs que vous voyez dans la rue, hein, qui sont comme ça. Donc c'est la loi du nombre, et c'est vrai que quand tu arrives et que tu fais 115 kilos comme Francis, et que tu fais 115 kilos comme tu as vu ça, même si tu es solide, hein, je dis pas le contraire, mais quand même tu as un sac à dos de matière je dirais pas qu'elle te sert à rien, mais elle te sert moins en tout cas que ce que tu pourrais retrouver chez les qualités de Francis. Et du coup, ça c'est vrai qu'en poids lourd, effectivement, un mec comme Joshua, qui est un véritable athlète, hein, qui a été fort apparemment dans tous les sports, lui aussi également, eh ben, ça prime. C'est vrai que la force physique, ça prime. Après, bien sûr, que ça dépend de votre style. Un mec comme Rabib, il fallait qu'il soit quand même plus lourd que ses adversaires pour pouvoir performer et arriver à durer dans le temps. C'est sûr qu'à 77, ça aurait été une autre affaire. Et c'est là où Ramzat, moi j'ai un peu peur pour lui à 84 par exemple aussi. Voilà. Maintenant, le futur nous le dira, mais c'est sûr que quand tu as un avantage de poids, comme il a Ramzat aujourd'hui, mais c'est pas négligeable en lutte, surtout à niveau égal. Ou comme Kamaru Usman, vous avez vu la force, le physique qu'il a, c'est clair que lui, à niveau égal, après derrière, eh bien, la puissance physique va faire une différence assez monumentale. Ça, c'est indéniable, hein, quand on voit Kamaru, c'est un monstre, quoi. Et on le voit quand il arrache les mecs, des fois il les arrache dans des positions, alors que les mecs, normalement, ils auraient pas dû partir, quoi. Jim Morito 34. Salut les gars. À la question split ou full body, Clément, tu avais répondu qu'un bon split sera meilleur qu'un mauvais full body. Comment évaluer un bon split? Est-ce qu'un volume équivalent en fréquence d'entraînement est important, ça, dans le cadre d'une prise de masse ou parallèlement? Déjà, il faut être accompagné parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse précise à ça. Il faut savoir que le split, en fait, le problème, c'est que souvent, on essaye de récupérer une petite information par-ci, petite information par-là. Et au final, on essaie de se créer soi-même un peu son truc. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et en fait, au final, on fait rien de bon parce qu'on mélange tout. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande, c'est faites-vous accompagner, les gars. Bah, vous faites accompagner, ce que je veux dire, c'est le plus simple. Vous prenez un coach dans votre ville ou je ne sais rien, ou sur Internet, ou peu importe, mais faites-vous accompagner pour qu'il arrive à identifier des problématiques et qu'il arrive à les traiter. Parce que c'est tellement compliqué de définir un full body ou un bon split que en fait, ce qui va être bon pour toi ne sera pas nécessairement pour l'autre. Et vice-versa. D'où le fait d'individualiser. Et c'est pour ça que je ne vous recommande pas d'acheter des programmes tout faits, en réalité. Plutôt, approchez-vous de quelqu'un qui comprendra vos objectifs et qui essaiera de vous le réaliser. Parce que souvent, alors quand vous êtes débutant, plus ou moins tout marche, hein, mais vous allez perdre du temps. Je vous dis franchement, vous allez perdre du temps. Donc en fait, pour moi j'ai toujours été un adepte du split. Je préfère le split qu'au full body, personnellement. Le full body, c'est bien quand tu n'as pas trop le temps, selon moi, par rapport à la charge d'entraînement que tu vas avoir. Après, c'est sûr que sur le tonnage global d'une semaine, il n'y aura peut-être pas une différence significative, mais surtout, le plus important, les amis, c'est de tout adapter, tout orienter, et du coup, tout bien planifier avec son coach. Hein. C'est tout. Hein. Valentin Berdo, merci pour le contenu de grande qualité. Petite question en strength kickbox anglaise. Comment travailler efficacement la gestion et les transferts de masse? Dans ce sens, travailler sur une plateforme flottante, type ponton mobile, petit soulevé efficace une fois sur le canevas. Merci à vous. Bref.
Le problème de l'instabilité, on s'est toujours questionné, est-ce qu'il faut travailler sur sol instable est-ce qu'il faut travailler sur sol instable? Est-ce qu'il faut travailler avec l'instabilité au-dessus de la tête? Moi, j'ai ma petite réponse. Il faudra que je fasse une vidéo sur le sujet. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on croit en réalité. Et est-ce que travailler sur de l'instabilité, sur des ponts, etc., est-ce qu'on va réussir à le transférer? Ça aussi, on n'est pas tous égaux. Est-ce que la prise en charge de votre préparateur, est-ce qu'il prend en considération vos points forts? Est-ce qu'il prend votre schéma technico-tactique en compte? Tout ça aussi, c'est des questions qui se méritent d'être posées. Il faut s'interroger dans vos objectifs, il faut bien les définir, il faut les comprendre, il faut les assimiler. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident, quoi. Je vois pas beaucoup de gens le faire. Donc, non, c'est assez compliqué et c'est pas garanti du tout que tu arrives à transférer. Et surtout la gestion. La gestion, c'est encore autre chose, quoi. Parce que la gestion, c'est vraiment la pratique du spécifique qui va te le faire gagner. Donc des fois, au lieu d'essayer de tout répondre avec la prépa physique, peut-être que déjà arriver à faire un bon spécifique, c'est déjà très très bien, c'est déjà extrêmement dur même. Parce que s'entraîner spécifiquement pour progresser, c'est pas s'entraîner tous les jours. Enfin, c'est pas s'entraîner pour s'entraîner, comme je dis souvent. Il faut toujours avoir des objectifs et bien les orienter. Akaza, vous voyez pas Ismagulov avoir le niveau pour gêner Makachev? Bon, là, Ismagulov, franchement, Damir, j'ai quand même pas mal de difficultés à le voir inquiéter aujourd'hui Islam. Hein. Il est bon, mais bon, alors Ismagulov, c'est celui qui a affronté Shkadzei, il s'appelait, j'arrive pas à dire son nom. Celui qui avait affronté Gamrot, là, qui avait battu Gamrot au premier combat, c'était ultra serré. Pareil, c'est deux super combattants. D'ailleurs, moi, je ne l'avais pas vu gagner. Pour moi, Ismagulov, il avait perdu ce match. Je trouve ça bizarre, la décision. Autant je trouve la décision de Gamrot contre le mec que je vais citer litigieuse, mais autant l'autre pareil. Hein. Je trouve que Ismagulov, là, il a été, comment dire, favorisé par les juges. Mais en tout cas, ouais, il y a des bons noms, hein, il y a des bons noms. Après, bon, le temps qui monte dans les classements, il va se passer, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Hein. Donc je ne sais pas si Islam sera toujours champion, je ne sais pas s'il va rester à 70, je ne sais pas s'il va monter, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a prévu réellement. Là, je crois qu'il affronte Volka. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez de ce combat. Moi, Volka, franchement, je trouve que c'est pas un cadeau. Hein. Je le dis, hein. C'est pas parce que c'est un 66 qu'il faudra dire qu'Islam a battu un petit 66 kilos, que ça n'a ni queue ni tête. Moi, j'enlèverais rien à Islam s'il bat Volka. Sincèrement, parce que apparemment qu'il est très très dur à stabiliser, il bouge très très bien, il cogne. Non, c'est un mec compliqué, hein, Volka. Franchement, c'est pas un cadeau. Hein. C'est un mec qui fait des synchrones en rigolant, qui a fait des guerres incroyables. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas affronté beaucoup de lutteurs. Mais c'est un mec qui vient de la gréco, du rugby. Non, moi je pense que c'est un beau combat. Moi, c'est un combat qui me hype, sincèrement. Alors, bien sûr, j'aurais voulu voir Dariush. Hein. Dariush, c'est sûr qu'il a un niveau incroyable. Donc, surtout avec le combat qu'il nous a fait avec Gamrot. À Gamrot Dariush, ou même Gamrot Islam, je paye direct. Hein. L'intensité qu'il va avoir, le volume et tout, ça va être incroyable. Hein. Mais je trouve que Volka, c'est un beau challenge. Et surtout, voilà, au moins, c'est le champion 66 qui affronte le champion 70. C'est pas toujours pareil, le challenger et tout. Ça nous fait deux champions qui s'affrontent. Le numéro 1 Pond contre, je sais pas combien il est, Islam, là, j'ai vu qu'il était dans le classement. Mais du coup, non, je trouve ça pertinent. Je trouve ça vachement intéressant. Du coup, j'ai hâte de voir ce match. Mettez-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais alors après, je sais qu'ils ont dit qu'il était petit, de taille et tout. Mais bon, il a déjà affronté des mecs qui étaient grands. Il a affronté des cogneurs. On sait qu'il a un gros mental. On sait qu'il a en confiance. Vraiment, il a fait l'ascenseur, il a su revenir. Non, je serais vraiment curieux de voir ce qui va se passer si ce combat se fait. Je serais curieux de le voir stratégiquement parce qu'il est très intelligent, Volka, dans sa façon de combattre, dans ses déplacements, dans son footwork. Islam aussi est très intelligent, donc ça va être un combat très stratégique. Maintenant, oui, effectivement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, logiquement, avec la différence physique et de poids, pourrait avoir bien sûr une différence significative sur le résultat, il ne faut pas se leurrer. Ça reste quand même un 70 contre 66. Mais c'est le meilleur 66 kg au monde contre actuellement le meilleur 70 kg. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je vous dis, contre Alvarez, McGregor, Alvarez qui était énorme, mais je pensais pas qu'il ferait la masterclass qu'il a fait. Donc ouais, franchement, pourquoi pas? Je vous dis, et en tout cas, si Islam gagne avec la manière, mais ça n'enlèvera en rien pour moi sa victoire. Donc vraiment... Vraiment, les amis, je trouve que c'est un beau match. Bon, là, après, voilà, vous avez vu, il y a eu le Bellator, il y a eu des Français qui ont combattu, parce que j'ai eu pas mal de messages aussi sur ça. Ils n'ont pas fait de cadeau, ils ont mis vraiment des vrais clients à tous les Français. Franchement, apparemment, je crois que la décision de Vigalon a été un peu litigieuse. J'ai pas bien vu le match, j'ai juste vu le résumé, pour rien vous cacher.
Mais en tout cas, Mansour, encore une fois, vraiment, gros match. Il y a beaucoup de gens qui... Là, j'ai vu que tout le monde partageait son combat contre Islam. Ah, c'est sûr que ça ferait rêver. Moi, je serais vraiment content que Mansour puisse le reprendre. Et surtout qu'il y a une histoire parce que Mansour a mis KO son cousin, Zazurov. Donc, enfin, le cousin de Rabib, pardon. Donc voilà. Mais bon, comme au Bellator, il y a le cousin, il y a l'autre cousin de Rabib, ben, je pense aussi que là, il y a une petite histoire à faire, hein, un truc assez sympa. Et qui peut être vachement, comment ça s'appelle, qui peut être vachement intéressant. J'ai pas mal de questions aussi sur le matos, les amis. Alors le matos, il faudra que je fasse une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet. Vous êtes beaucoup à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais prendre comme matériel, les gants, les marques, etc. Le problème, c'est que ça dépend vraiment aussi de votre budget. Je peux pas vous recommander tout et n'importe quoi parce que s'il y a des gants qui vous coûtent une fortune, il y a des gants qui coûtent rien. Donc il faudrait le répertorier. Mais je crois qu'il y en avait qui l'avaient fait déjà ça. Qu'il avait fait et du coup qui faisait très bien, qui présentait du coup les matières. Ensuite aussi, vous êtes beaucoup à nous dire faites des interviews, les gars, nous on fait pas ça, on n'est pas un média, il y a la sueur qui le fait très bien, il y a Pugila qui le fait bien, il y a, comment il s'appelle, l'abbé Chaud, enfin eux, voilà, c'est After Fight, toute la bande, ils font ça très bien, nous c'est pas du tout notre truc. Déjà, on ne sait pas faire les interviews, déjà, premièrement, c'est pas notre machin. Nous, on aime bien échanger avec vous, analyser, parler, discuter. C'est pas du tout le thème de la chaîne. Donc voilà. Par contre, bien sûr qu'avec Abdoul, bon, on vous parlera de ses ressentis, tout ça, parce qu'on est des acteurs, avec des combattants qu'on prépare. Bien sûr que ça ne nous empêchera pas d'échanger. Mais voilà, ça, c'est pas pareil. Par contre, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est de faire des vidéos avec des entraîneurs, par exemple. Ça, c'est clair que, comme un enfant on a fait avec Olivier Boyer, qui est venu nous voir dans la structure. Ben voilà, ça c'est voilà, des échanges avec d'autres coachs, ça oui, ça c'est des trucs qui nous votent bien, des échanges avec des scientifiques, voilà, tout ça, c'est comment ça s'appelle, c'est des trucs que je trouve très intéressants, très pertinents et surtout c'est complémentaire avec ce qui est proposé aujourd'hui dans le monde du MMA français. Donc voilà les amis, la FAQ est terminée. Je vous dis à très bientôt. Mettez-nous en commentaire les prochaines questions pour la prochaine FAQ. Mettez un like, ça coûte rien. Et bientôt les premiers croquis des t-shirts aussi, les amis. Allez, à très vite.